Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro des Chroniques de la Toison d'Or. Alors, peut-être une question que vous devez déjà tous vous poser, c'est mais qu'est-ce que c'est que les Chroniques de la Toison d'Or? Je vais laisser la parole à Nix. Merci Arthur. Alors, pour faire simple, nous avons des auteurs, nous avons des questions, alors nous les leur posons. Aussi simple que ça, effectivement. Alors, je vous laisse déjà tous vous installer bien confortablement afin d'accueillir comme il se doit Monsieur Maxime Logier. Bonjour Monsieur Logier, comment allez-vous? Bonjour Arthur, bonjour Niels, merci de cette invitation. Honoré d'être avec vous et d'être en plus le premier à être avec vous. Un grand honneur pour moi et je souhaite bien le bonjour et la bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de s'installer pour nous écouter. Eh bien, ça nous fait déjà très plaisir et le sentiment est bien évidemment réciproque. Merci Donc beaucoup. c'est parfait. Est-ce que vous vous sentez prêt à commencer du coup? Absolument. On va pas perdre plus de temps. Je vais vous poser du coup déjà la première question, une question assez simple. Mhm. Depuis combien de temps écrivez-vous et qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à écrire? Voilà, une question assez ouverte. Oh, ben je vais remonter un petit peu loin dans le temps du coup. J'écris depuis, je pense, depuis quasiment tout le temps. Je me rappelle avoir écrit quelques nouvelles au lycée que je n'ai pas gardées parce que bon, c'était des petits écrits des débuts, des essais, plus qu'autre chose. J'ai créé un jeu de rôle quand j'étais plus jeune également, donc j'ai dû écrire des petits scénarios. Et j'ai commencé l'écriture de romans en l'état, donc on en parlera peut-être plus longuement tout à l'heure. Ça devait être il y a 12, entre 12 et 15 ans, je dirais, à peu près, où j'ai commencé à écrire avec un premier roman qui a été très long à être bien mûri. Et ensuite, par contre, ça s'est un peu enchaîné, mais je pense qu'on en parlera aussi après. Ce qui m'a motivé, je pense qu'il y a plein de paramètres. Déjà, il y a l'envie d'exorciser certaines choses qu'on peut vivre, des traumas, pas des traumas, enfin, peu importe, des fois envie de parler de certains sujets qui nous touchent et dont on ne peut pas forcément parler facilement avec n'importe qui. Et voilà, d'aborder des thématiques qui touchent. Ah, certaines personnes pourraient aborder ces thématiques en faisant de la peinture et se sentiraient libérées de ça. Moi, c'est en écrivant. Ça pourrait être enfin, en faisant un sport ou autre. Voilà, ce besoin d'exorciser des choses. Et voilà, et au-delà du fait de l'exorciser, de le scénariser, en fait, pour en faire autant que possible, en tout cas à mes yeux, l'objet le plus joli, le plus poli possible. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture que c'est clairement, en fait, de tout ce que j'ai pu faire, en tout cas jusqu'ici, c'est ce que je préfère faire parmi tout. Je suis bien content d'avoir commencé. Moi, j'ai une petite question entre deux. Est-ce que du coup, c'est ce côté, cette envie d'exorciser, comme vous disiez, ces ressentis, est-ce que Mhm. c'est ça qui vous a poussé vers la fantaisie? Alors, je pense pas. Je pense qu'il y a comment dire, une sensibilité qui est peut-être différente chez l'amateur de fantasy des autres, enfin, des personnes qui vont lire des romans plus terre à terre. Je ne dis pas qu'on est plus sensible ou moins sensible. Je parle bien d'une sensibilité différente. Et je sais que pour ma part, quand je lis une œuvre ou que je regarde une œuvre, je suis plus touché par la morale si elle est implicite et pas explicite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Oui. Vous Voilà, moi, voulez partir, par exemple, dans un sens où l'histoire essaye de faire passer un message, mais de façon plus discrète et pas forcément directement à exactement. monter sur les lignes, quoi. Exactement. Peu importe la thématique, je vais prendre une thématique qui est à l'ordre du jour. On va parler de racisme, par exemple. Je serai plus touché par une œuvre qui va le faire en sous-main avec, puisqu'on parle de fantasy, des orques et des elfes qui se battent, avec une thématique peut-être sur le racisme au milieu, plutôt que sur un film qui va me parler clairement de racisme entre des peuples bien humains, bien de chez nous. Alors je ne dis pas que l'œuvre bien réelle ne va pas me toucher, mais l'œuvre, comment dire, l'œuvre créée de toutes parts et l'œuvre qui va le raconter de manière plus implicite me touche plus. C'est quelque Bah, chose, en fait, moi, je me permets de rajouter un oui, petit truc. Je suis assez d'accord avec vous et j'ai un peu le même ressenti, surtout que je trouve que quand ça vient d'un monde qui, de base, est fictif et pas réel, le fait que
tout est vraiment créé en étant inspiré de faits réels. Je trouve que c'est beaucoup plus profond et ça apporte quelque chose de plus qu'on peut avoir en lisant une œuvre fictive faite de toutes pièces, comme de la fantaisie, comme vous disiez, par exemple, Mhm. une relation entre des orques et des elfes, que Mhm. des peuples bien à nous, qu'on peut, Oui, voilà, du monde réel, quoi, tout oui, simplement. oui. Alors, bien sûr, c'est subjectif, ça. C'est mon ressenti par rapport aux œuvres. Et du coup, en fait, j'ai le sentiment que du fait qu'on me prenne pas par la main pour me montrer avec des grosses lumières ou des gros sabots, voilà la morale que je veux te raconter, j'ai l'impression que on prend enfin, comment dire, que oui, qu'on tient pas forcément le lecteur par la main pour le guider où on a envie, on le laisse aller un petit peu où il veut. Donc, la morale, elle est distillée. Moi, je la reçois donc là, du coup, en tant que spectateur ou collecteur, et j'en fais un peu ce que j'en veux. Donc, je suis touché, pas touché. Je l'aperçois à un niveau peut-être différent que vous, par exemple, que vous deux, si on regarde la même œuvre ou qu'on lit la même œuvre. Et en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire dans la fantaisie. Peut-être il y a une. Quand j'ai écrit, je veux dire, moi, ce que j'ai essayé de faire, peut-être au départ par pudeur, de ne pas délivrer le message de manière brutale, d'essayer de faire quelque chose de plus subtil. Et c'est vrai qu'après, je dirais le couvercle, le voile de la fantaisie, après, voilà, c'est quelque chose qui me plaît visuellement, qui me plaît dans l'imaginaire. Et du coup, c'est là-dessus que je me suis orienté naturellement. Ouais, là, je pense qu'avec Arthur, on vous rejoint complètement dans cette façon de voir. Et justement, pour décrire cette subtilité dans vos œuvres, est-ce que vous avez un processus particulier d'écriture? Est-ce que vous vous êtes instauré une routine pour essayer comment dire, d'avoir cette discipline justement dans l'écriture? Alors, discipline, je pense que c'est le terme bien adéquat. J'aurais peut-être utilisé rigueur aussi, parce Mhm. que, alors, je suis comptable dans la vie, donc il faut être carré. Et du coup, oui, je me suis rendu compte en fait en écrivant mon premier livre, donc, qui s'appelle Le sang des Alphes. On en parlera si vous voulez après. Donc c'est celui le premier volume du sang des Alphes est celui qui a été le plus long à accoucher. Et je me suis rendu compte que en tout cas pour ma part, je suis incapable d'écrire comme ça au fil de l'eau. Au bout d'un moment, si je fais ça, je suis bloqué. Je ne sais plus où aller. Et il faut que je me pose et que je planifie. Donc, j'ai été obligé, oui, de mettre en place une routine où avant de rentrer dans le processus d'écriture, je rentre dans le processus de plan, où vraiment je vais savoir, avant de commencer à écrire, combien il va y avoir de chapitres, de quoi ils vont parler, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des modifications des fois en cours d'écriture, mais globalement, quand je me lance, je sais où je vais. Sur les grandes lignes, vous voulez dire, vraiment Sur les sur grandes les lignes, oui, grandes oui, lignes, vous savez sur à les l'avance grandes ce que vous lignes. voulez. Et du coup, le message que je veux faire passer, ou les plus gros messages, parce qu'après, comme vous dites, c'est sur les grandes lignes, là, ce que je viens de dire, les plus gros messages que je veux faire passer sont implicitement notés dans ces petites lignes. Donc, en gros, si je choisis d'écrire un livre en, je ne sais pas, 40 chapitres, il va y avoir 2-3 lignes écrites dans chaque chapitre, où je vais savoir quoi développer. Et après, quand on développe, il y a d'autres idées qui s'intègrent, voilà, qui viennent au moment de l'écriture. Mais globalement, c'est ça. Donc, j'ai mon idée principale. Je sais que mon personnage, disons que je sais que entre guillemets, la morale sous-jacente, c'est, alors on parlait de racisme à l'instant, par exemple, la lutte contre le racisme. Je sais comment je vais la distiller dans l'œuvre. Je vois déjà où je vais. Mais tout est systématiquement, dans ma façon de faire, systématiquement mis sous forme de métaphore. Ouais, et je me permets, c'est ça que je trouve personnellement incroyable, c'est que on va dire dans l'esprit commun, les auteurs sont un petit peu des plumes, tête dans les nuages, qui se laissent porter par leurs pensées, leur imaginaire. Et là, au contraire, vous prouvez que vous avez retranscrit votre esprit scientifique à travers votre méthode d'écriture. Oui, Et c'est oui, ça justement que je trouve génial, parce qu'on oppose la littérature et la science, mais en fait, ce sont deux arts qui peuvent être complètement complémentaires. oui, oui, parce que en fait, le côté très comment on pourrait dire, volubile, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, très éparpillé, Oui. je vais l'avoir dans le processus de gestation d'une histoire, où je vais avoir une idée, un titre, le nom d'un personnage, une quête, vous voyez, des petits éléments comme ça. Et donc là, je peux partir dans tous les sens. Enfin, ça, j'imagine que vous savez très bien ce que c'est. Et Bien puis, évidemment. au bout d'un moment, ça commence à se préciser, à se préciser. Et quand ça, je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand ça se précise vraiment beaucoup,
ben, je ressens quelque chose, en fait, comme une forme de presque d'obsession. Alors, je mets des guillemets à ce mot-là, parce que c'est quand même un mot qui est très fort. Mhm. Et là, en fait, ben, je ne peux pas faire autre chose dans mon processus créatif. Bien sûr, je fais autre chose dans ma vie quand même. Mais dès que je me mets dans la création, je ne peux pas faire autre chose que bosser là-dessus et, dans un premier temps, planifier pour voir si toutes les idées que j'ai pour cette histoire-là, elles collent. Si elles ne collent pas, comment les faire coller. Si j'arrive pas à les faire coller, ben, qu'est-ce que je peux en faire? Voilà. Et là c'est là que j'arrive dans le processus de planification qui peut prendre, ben, je ne sais pas, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre des années. En fait, je suis sur la suite donc, du Centre des Alphes, ça fait des années que je suis dessus. Ben, pour l'instant, tant que c'est pas clair, tant que le plan n'est pas clair, j'avance pas. Alors moi, je me permets de vite fait répondre à ce que vous dites parce que moi, c'est quelque chose qui personnellement me touche beaucoup. Personnellement, je suis en train d'écrire un livre, pareil, que j'ai commencé à écrire au début du confinement. Alors, j'ai commencé à écrire et encore actuellement, je suis presque en train de le finir, mais je suis encore loin du compte, on va dire. Et moi, le principal problème que j'ai, c'est que, un peu pareil que vous, j'ai toutes les grandes lignes. Ce que je veux faire, j'ai déjà tout en tête. Mais par contre, pour ce qui est de la partie développement, il peut y avoir des jours où je suis vraiment inspiré totalement et je peux vraiment écrire un chapitre en entier en 2-3 jours à peine. Mhm. Mais par contre, 90% du temps, je suis bloqué et je sais ce que je veux, mais j'arrive pas à le mettre sur papier et ça peut me prendre vraiment énormément de temps. Je peux attendre une semaine, comme je peux attendre vraiment des mois et des mois parce que j'ai envie d'écrire, j'ai envie vraiment, j'ai le truc dans la tête, mais je n'arrive pas à le mettre sur le papier et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'embête beaucoup. Alors, est-ce que vous, c'est un petit peu dans le même état d'esprit ou c'est quelque chose d'un peu différent? Moi, Non, ça non, m'intéresse. non, alors ça, je connais. C'est un peu ouais, la page blanche, hein, quelque part. On sait alors qu'on doit écrire. On se le doit, en fait. C'est à mon niveau, à moi, et à votre niveau, à vous, on n'est pas édité, on n'est pas attendu, on n'a pas un contrat qui nous donne une date butoir. Donc, en Mhm. fait, la pression, on se la met tout seul. Et du coup, ben, c'est vrai que quand on se dit, ben, voilà, ben, je sais que je suis capable, là, comme vous venez de dire, d'écrire un chapitre en 2 ou 3 jours. Donc, si j'écris un chapitre en 2 ou 3 jours, alors attention, c'est l'esprit du comptable qui va vous parler. Si j'écris un chapitre en 2 ou 3 jours, je sais que mes 40 chapitres, je peux les faire en 120 jours. Donc, ça fait tant de mois. Ben là, j'en suis à 2 mois et demi et j'ai rien foutu. Ben, en fait, c'est pas grave. Déjà parce qu'on n'a pas à se mettre la pression, parce que ben, y a pas on n'a pas de date butoir comme ça. Et moi, ce que je recommande, c'est un conseil que j'ai suivi d'un auteur, un auteur un peu controversé en ce moment, qui s'appelle Neil Gaiman, que vous devez connaître. Sinon, j'en parle peut-être vite fait, mais Bon, allez-y, oui, moi je oui, bah, connais, ça me dit rien en tout cas, je veux bien. il est très très connu pour être l'auteur de Sandman, qui a été adapté sur Netflix il y a quelques temps. Bon, il a fait des tas d'autres choses. Il y a Good Omens aussi qui a été adapté, qu'il a coécrit. Et voilà, il est un petit peu dans la tourmente parce qu'il y a des accusations graves qui sont portées sur lui. Donc, on n'en parlera pas de tout ça. Enfin, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, il a eu un conseil qui était au niveau purement artistique, qui était très pragmatique. C'est, ben, quel que soit votre état d'esprit, écrivez tous les jours. Même si vous avez l'impression d'écrire de la merde, d'écrire quelque chose qui ne va pas, écrivez. Parce qu'il en ressortira quelque chose de bon. Même si c'est qu'une phrase, même si c'est qu'une orientation pour la suite de l'histoire, même si c'est peut-être une idée pour une autre histoire, il en ressortira toujours quelque chose de bon. Donc, voilà, mon conseil, c'est ça. Écrivez. Il Vous faut y se arrivez pas. motiver, il faut se forcer et puis Ouais, souvent ça peut apporter que du bon donc oui, oui, mais, c'est quelque et chose, même si c'est pas complètement à faire. vous lancez, vous tentez 4 lignes, ben, ça ne vous plaît pas, ben, ça, c'est pas grave. Ben, tant pis, vous avez essayé aujourd'hui, ben, vous recommencerez demain. Et en fait, c'est avoir cette discipline-là de se dire tous les jours, je vais taper quelque chose. Taper ou écrire à la main, peu importe votre méthode de travail. Mmh. Et du coup, c'est ce que j'essaie de faire, moi, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. J'essaie de me dire, ben, je vais écrire, voilà, je rentre du travail, je me mets devant l'ordi et ben, voilà, j'ouvre mon fichier, soit mon fichier d'idées, soit mon fichier d'écriture si je suis sur un roman, et je tape quelque chose. Ou voilà, le fichier de travail si je travaille sur un plan, mais je tape quelque chose. Quoi qu'il arrive, je tape quelque chose. Et des fois, il va y avoir une phrase que je vais trouver jolie. Je me dis, ben, tiens, celle-là, je vais la garder à part et je vais peut-être la replacer quelque part. Vu que vous venez de dire que vous faites ça, en revenant du travail, Mhm. est-ce que généralement
vous préférez écrire le soir ou imaginons, vous n'y avez pas la contrainte du travail. Est-ce que vous Oui. avez une préférence pour écrire le matin, le soir? Est-ce que vous aimez bien être dans le calme total, avoir une petite musique d'ambiance quand vous êtes, par exemple, imaginons, en train d'écrire un chapitre qui se passe dans une taverne? Est-ce que vous aimez bien avoir la musique appropriée? Ou est-ce que vous préférez vraiment être dans le calme plat? Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi grandement. Je ne vais pas vous cacher. Alors, bon, s'il n'y avait pas la contrainte du travail, je pense que je m'imposerais une discipline d'écriture un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, ou voilà. Ensuite, comme on disait à l'instant, tout va dépendre en fait de ce qui ressort de ce qu'on est en train d'écrire. Donc en fait, je pourrais très bien me mettre à travailler le matin. Alors là, je me lève, je prends mon café, 8-9 heures, je m'y mets. Il n'y a rien qui sort d'intéressant. Je vais écrire une page en 2 heures. Je vais être dégoûté, ça va me saouler. Et pareil l'après-midi. Et à contrario, le lendemain, je vais m'y mettre le matin et en 1 heure et demie, je vais pondre 7-8 pages. Ça va être génial, enfin génial, en tout cas comme premier jet. Et du coup, je vais estimer que, puisque j'ai écrit 7-8 pages, l'après-midi, je me repose. C'est un mélange un petit peu des deux entre la discipline où on va s'imposer de travailler quand il faut travailler, surtout si ça devient un travail par lequel on vit, où là, là, par contre, c'est différent. Je suis attendu, il y a un éditeur qui attend mon travail, il y a des lecteurs qui attendent mon travail. Donc, il faut mettre une discipline en place, quelque chose de plus strict, mais qui, je pense, est un petit peu modulable en fonction de ce qui ressort des moments où on travaille. Ouais, du coup, on a compris que vous étiez principalement, on va dire, consacré à la fantasy, que c'était votre domaine de prédilection, je pense qu'on peut employer ce terme-là, et que vous avez fait savoir, du coup, que vous avez déjà écrit des romans de fantasy. Oui. Alors, du coup, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus et surtout aux personnes qui nous écoutent de vos ouvrages qui sont sortis, Oui. les résumer un petit peu pour peut-être leur donner envie de s'y intéresser et aussi, par la même occasion, après cette première question, nous dire quelles auraient été vos principales inspirations pour le ou les mondes fictifs que vous Oui. avez créés, qu'est-ce que vous Oui. avez donné envie, voilà. D'accord. Alors, je me permets juste de repartir un poil en arrière. Vous m'avez demandé si, au niveau de l'ambiance, quand j'écris, si, Oui, voilà, c'est ça. voilà, si le bruit me dérangeait, si j'écoutais de la musique ou quoi. Alors, en fait, ça va dépendre de ce que j'écris. J'ai une facilité à écrire des dialogues. Donc là, s'il y a du bruit autour de moi, de la musique, quelqu'un qui passe l'aspirateur, un chien qui aboie, je m'en fous complètement. Quand je suis dans mon dialogue, D'accord. alors je le déroule, mais sans être trop comment dire, parasité par les bruits ou l'ambiance qu'il peut y avoir autour. Par contre, quand je rentre dans une description qui est plus technique, plus complexe, je dirais, qu'il faut vraiment travailler, là, il faut du calme. Donc, j'écoute même pas de musique à ce moment-là. D'accord. Je peux en écouter dans le processus de correction. Au moment où je crée, là, par contre, sur ces points-là, il me faut du silence total. Voilà. Donc, voilà. Désolé d'être reparti un petit peu en Ah, arrière. mais il n'y a aucun souci, j'avais complètement oublié ce passage. Ça Vous m'est faites très bien revenu de après rebondir là-dessus. pendant que vous parliez. Et je me suis dit, quand même, c'est dommage de ne pas y répondre. Moi, je trouve que l'ambiance, je pense que ça dépend de ce qu'on écrit aussi, bien évidemment. Si on Oui. écrit un biopic, ça, c'est un peu plus compliqué. Pas Mais, Pas forcément, mais ce que voilà. vous venez de dire, quand vous vous baladez dans la nature, ou peu importe, même en ville, ou vous êtes au restaurant, en fait, il peut y avoir n'importe quoi en fait, dans l'environnement qui vient vous toucher à ce moment-là et qui vient délier un nœud en fait, d'inspiration, en fait, qui va vous dire, oh, là, ça y est, je tiens quelque chose, il faut que je l'écrive tout de suite. Donc vous vous posez, comme vous venez de dire, sur une pierre, hein, vous prenez le téléphone et vous écrivez vos idées. Mais en fait, moi, ce qui me dérange dans le processus créatif de moment de description précise. Si j'écoute de la musique, je vais vous dire, alors on va partir dans le cliché, mais tant pis, si j'écoute la musique du Seigneur des Anneaux, par exemple, ou la BO de Gladiator ou de Braveheart, mon processus d'imagination va automatiquement être influencé par l'œuvre que je suis en train d'écouter. Et donc, je vais décrire une scène avec un personnage qui ressemble à Mel Gibson ou à Viggo Mortensen. Et en fait, c'est pas l'objectif non plus. Donc, en fait, ces choses-là vont à ce moment-là venir me parasiter et j'en veux pas au moment où je crée. Par contre, je peux le prendre au moment où je révise le texte et là, après, m'en inspirer. Mais le moment où j'invente vraiment, je veux autant que possible qui viennent vraiment de moi, même si, bien entendu, il y a des millions et des millions de choses qui nous influencent, qui sont dans notre tête et qu'on ne fait même plus attention. De toute façon, comme on dit, c'est souvent la création, c'est souvent 80% d'existant, 20% d'originalité. Ah oui, mais même je pense que dans certains cas, c'est même pire que ça. C'est juste
une réécriture de quelque chose qui existe déjà. Complètement d'accord. Mais c'est vrai que ce côté on peut être facilement parasité par d'autres univers plus ou moins connectés à ce qu'on fait. C'est vrai que c'est quelque chose dont je m'étais jamais vraiment posé la question, mais maintenant que vous en parlez, c'est vrai que mine de rien, ça peut vraiment parasiter. Le mot est fort, mais il est Oui, correct, hein. oui, C'est j'avoue que quelque chose qui peut vraiment. Mais moi, je influencer. trouve que le mot est bien employé. Je vais prendre l'exemple d'un ami qui est en train d'écrire un livre et qui a un livre de science-fiction pure et qui a découvert Dune. Il n'avait jamais lu Dune. Il l'a découvert au cinéma quand c'est sorti dernièrement. Et en fait, en regardant le film, il m'a dit Max, je suis embêté parce qu'en fait, je trouve que mon bouquin ressemble énormément à Dune. Il me dit mais pourtant, il y a des passages qui ressemblent à Dune. Et il me dit pourtant, je n'avais jamais lu Dune. J'avais jamais vu même le film des années 80. Si ça, oui, c'est les années 80. Donc il me dit c'est ça, enfin je sais plus, mais bon, c'est dans ces eaux-là. Et il me dit je comprends pas en fait comment j'ai pu faire quelque chose qui ressemble à ça. Et en fait, je lui dis simplement, comme on vient de dire, comme en fait il y a 80 ou 90% de l'imaginaire qui a déjà été inventé, j'ai dit, tu as été inspiré implicitement par des œuvres qui ont été inspirées par Dune. Donc, en fait, tu fais que retourner à la source d'inspiration de plein d'auteurs. Donc, en fait, sans l'avoir lu, ce que tu as écrit, parfois, il ressemble. Comme quelqu'un pourrait écrire quelque chose qui ressemble à Harry Potter, au Seigneur des Anneaux. Je reste dans l'imaginaire, là, du coup, puisque c'est de ce dont on parle. Sans forcément avoir cherché à être influencé par Harry Potter, le Seigneur des Anneaux ou Dune. Ça, c'est comme ça. Après, il faut juste bien voir que ce ne soit pas juste du ressucé, recraché de l'œuvre en question, ou s'il y a vraiment une inspiration, un hommage aussi, il ne faut pas confondre, de l'œuvre en question. Ça, il faut être capable je pense, de le distiller, voire de le corriger correctement quand on se rend compte de ce genre de choses. Totalement d'accord avec vous. Très intéressant. Je me permets du coup de retourner à la question que je vous avais posée au cas où vous l'auriez oublié. Donc on parle des ouvrages, là pour le coup. C'est ça, parler un petit peu de vos ouvrages pour le public, pour que s'ils ne les connaissent pas, ils s'y intéressent quand même. Okay. Et parler un petit peu de qu'est-ce qui vous a inspiré pour le monde fictif que vous avez créé, parce qu'un monde fantasy, c'est pas forcément le plus facile à faire généralement. Oui. Donc voilà. Alors, d'abord, entre guillemets, mon entité d'écrivain, d'auteur, je la divise en deux parties. Donc, une avec mon vrai nom, Maxime Loger, et une avec un pseudo, L.Max. Donc, j'assume complètement, hein, tout le monde sait que c'est moi, il n'y a pas de problème. Et je sépare ces deux univers pour une raison simple, c'est que ça, y a en gros un univers que je vais qualifier de sérieux, et un univers que je vais qualifier de pas sérieux, qui va toucher un petit peu plus sur l'humour et ce genre de choses. Donc, une partie qui est vraiment, alors à l'heure actuelle, vraiment très très fantasy, fantastique, SF, et l'autre partie, c'est des tout petits bouquins humoristiques sur d'autres sujets qui ne touchent pas à l'imaginaire. Ok, donc dans un premier temps, je vais parler de ce qui nous intéresse, donc le fantastique. Donc j'ai créé ce monde à l'époque où je faisais ce jeu de rôle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors au départ, c'était un jeu de rôle qui était, un quasi copier-coller d'un jeu vidéo très très peu connu qui s'appelle Warcraft. C'était ironique, hein, évidemment. Dans ma prime jeunesse, ça va certainement vous faire rire, mais moi je jouais à Warcraft 2. Ah. Voilà, je savais que ça allait générer quelques rires. Je joue à Warcraft 2, j'ai vu arriver Warcraft 3 et j'ai arrêté Warcraft quand World of Warcraft est arrivé parce que je n'aime pas le multijoueur. C'est mon avis personnel. Moi, j'aime bien me mettre dans ma bulle et jouer à mon truc, mon petit scénar, tout seul dans mon coin. Totalement d'accord. Voilà. Ça, après, voilà, je ne critique pas le multijoueur non plus, mais moi, c'est pas mon truc. Donc, en fait, j'avais créé un jeu qui était très, très inspiré de Warcraft. J'ai dit très, très inspiré, vraiment. C'était ultra inspiré de Warcraft avec les mêmes factions, ce genre de choses. Bon, une carte que j'avais inventée moi, mais bon, en gros, c'était la même chose. Et puis, je me suis rendu compte que mes joueurs aimaient bien mes scénarios. Et donc, je me suis dit, plutôt que de faire du ressuscité de Warcraft, je vais essayer d'inventer mon univers à moi. Sauf que, entre-temps, j'ai découvert le Seigneur des Anneaux. Donc, j'ai commis une première erreur, on va dire, c'est que j'ai refait mon jeu, mais je me suis inspiré du Seigneur des Anneaux. Donc là, on est passé de Warcraft à Tolkien. Alors, c'était très bien, ça a fonctionné, ça a fonctionné à mon petit niveau, on est d'accord, hein, mais mes joueurs étaient très contents. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est génial, je m'éclate, c'est super, mais en fait, j'aimerais avoir mon monde à moi. J'aimerais impliquer les gens, les voir s'éclater
sur un truc qui est complètement original. Et donc là, à partir de là, j'ai dit à mes joueurs, genre, on arrête tout, on ne joue plus, je prends 6 mois et je retravaille tout. Et donc là, j'ai créé mon monde. Donc j'avais déjà une base, en fait, avec des scénarios que j'avais écrits qui faisaient une forme de... Donc qui ne se passaient pas en Terre du Milieu, par contre. Hein. Mon jeu était très inspiré du Seigneur des Anneaux, mais ce n'était pas un jeu entre guillemets pirate sur le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai utilisé ces scénarios que mes joueurs avaient fait pour créer un background dans mon univers. Donc en gros, ceux qu'ils avaient joués, c'était les légendes de mon monde. Et donc à partir de là, j'ai commencé à inventer une origine, à inventer des divinités, à inventer une histoire avec des héros, des aventures, des grandes guerres, ce genre de choses. J'ai écrit un genre de, je sais pas, on peut appeler ça peut-être un codex ou enfin un genre de petit livre d'histoire avec comme si un historien de mon monde avait écrit toute l'histoire qu'il connaissait à travers son prisme à lui, évidemment, comme on pourrait aujourd'hui lire un livre d'histoire quand on va au collège ou au lycée, et qui explique en fait l'origine du monde, les grandes guerres, les premiers héros, la naissance des races qui sont dans mon univers dont je vais vous parler. Et voilà, j'ai développé mon monde comme ça. Et une fois que le background, au bout de 6 mois, a été créé, en fait, je me suis rendu compte que j'avais, avec la carte et tout, hein, toutes ces choses-là, je me suis rendu compte que j'avais une mine, en fait, pour puiser des idées à foison et pour pouvoir raconter n'importe quelle histoire, n'importe où sur une carte. Et là, en fait, le processus créatif, il est démultiplié. Donc, j'ai travaillé des scénarios là-dessus. Et puis, bon, après, la vie a fait que j'ai arrêté le jeu de rôle. Et bien plus tard, en fait, je me suis dit, j'ai envie d'écrire, voilà, j'ai envie d'essayer d'écrire. Et donc, j'ai commencé à développer le monde des Alphes. Donc, Alphes, donc A-L-F-E-S, quand ils sont plusieurs. Et donc, c'est un monde, c'est une planète qui n'est pas la nôtre, qui s'appelle Oberon. Et sur cette planète, il y avait, il y a fort longtemps, fort lointain, comme on dit dans un film de votre jeunesse à vous. J'étais un peu plus vieux déjà, moi aussi. Voilà, il y avait donc en gros 3 races sur la planète. Les humains, bien entendu, les alphes, donc qui sont des gens qui ressemblent, enfin des êtres humanoïdes qui ressemblent aux humains, mais qui ont la peau blanche, mais blanche, vraiment blanche, je veux dire, sans pigments, comme un albinos, si vous voulez. Avec des nervures de couleur sur le corps, comme si vous aviez des veines apparentes, mais qui pourraient être noires, vertes, bleues, rouges, ce genre de choses. Et une autre race qui s'appelle les Dawari, qui sont, eux, des personnes plus grandes, plus massives. Donc le monde a généré voilà, une histoire avec des guerres, etc. Et au moment où démarre l'histoire donc, de mes premiers romans, Le sang des Alphes, ces 2 races-là, les Dawari et les Alphes, sont des races légendaires. Il y a des gens qui pensent qu'elles n'ont pas existé, il y en a d'autres qui pensent qu'elles ont existé, mais qu'elles se sont éteintes sans savoir pourquoi. Il y a une question là-dessus, est-ce qu'ils existent, est-ce qu'ils n'existent pas, on n'en sait rien. Et un cataclysme survient dès le début du livre. Et des survivants à ce cataclysme vont découvrir qu'ils ont en eux le sang des Alphes, alors qu'a priori, ils sont humains comme tous les humains. Enfin, il n'y a que des humains, de toute façon, sur Oberon à ce moment-là. Mais ils vont découvrir qu'eux, ils ont le sang des Alphes en eux, ils ne savent pas pourquoi. Ils vont essayer de comprendre pourquoi, donc partir un petit peu à la recherche de leurs origines, voir s'il n'y a pas un lien avec ce cataclysme qui a tout détruit sur son passage au tout début. C'est une quête initiatique sur des personnages qui vont chercher à connaître qui ils sont, d'où ils viennent, pourquoi ils sont comme ça. Et en même temps, en faisant ça, ils vont découvrir les secrets de leur monde. Donc en fait, j'ai élaboré le récit de cette manière-là. En fait, vous partez d'un tout petit point, et puis on va petit à petit agrandir l'intrigue, enrichir le monde, et un petit peu faire découvrir au lecteur, au pluriel, hein, j'entends bien, le monde que les personnages vont découvrir en même temps que. Donc ça, c'est le sang des Alphes. Donc il y a de la magie, il y a des secrets, il y a des créatures, il y a tout ce qui peut faire d'un récit fantasy ce qui est un récit fantasy, avec des quêtes, avec des moments de gloire, de bravoure, avec des trahisons, avec tout ce qui peut faire un récit de fantasy. J'essaie de pas trop spoiler non plus pour ceux qui pourraient être intéressés par le lire. Et en même temps, puisque mon amour de la littérature ou du cinéma ne s'arrête pas à la fantasy,
ben, j'ai mis un petit plus là-dedans. J'ai essayé par moment d'émettre des touches de SF. Ce qui peut pas mal changer de ce qu'on peut avoir d'habitude. C'est quelque chose ce qui peut être très intéressant. Oui, C'est vrai que oui. Moi j'arrivais pas en fait. Et en fait, j'ai essayé d'une manière pragmatique de me dire si on est dans un monde avec de la magie, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui, scientifiquement, en tout cas dans la diégèse du livre, pourrait expliquer cette magie? Je suis parti de ce point de vue-là, et est-ce qu'il y aurait quelque chose qui, d'un point de vue pragmatique, pourrait expliquer l'existence ou l'existence d'une divinité ou de plusieurs divinités, et qui pourrait expliquer leur potentielle implication dans notre monde. Donc, je vais prendre un exemple avec notre monde à nous. Est-ce qu'il y aurait potentiellement un jour quelqu'un qui serait capable d'expliquer scientifiquement les miracles de Jésus? Je suis parti de ce principe-là. Et si, dans mon monde, quelqu'un pouvait dire, ben oui, en fait, l'intervention des dieux à ce moment-là, en fait, il s'est passé scientifiquement ça. Donc, ça amène des touches de SF. J'en dis pas plus. Sinon, je vous raconte tout. Moi, je veux bien. oui. Je me régale. Le but, c'est que les gens achètent le livre. Donc, voilà. Moi, je suis complètement partant pour vous écouter parler pendant encore des heures, mais c'est vrai qu'on n'est pas là pour ça. Voilà. On est là pour donner envie. Et justement, pour continuer dans cette optique de donner envie aux personnes de lire, est-ce que vous avez, par exemple, une scène prenons par exemple le premier livre qui est le livre fondateur. Est-ce que vous avez une scène dans ce livre-là qui vous a particulièrement touché, dont vous êtes le plus fier? Quelle scène vous pourriez nous décrire, nous parler précisément? J'essaie de réfléchir à une scène qui me touche, mais qui en même temps ne spoilerait pas trop. Ce serait un peu dommage. Donc, on va pas parler de la scène finale, du coup, parce que j'ai pas mal de réactions assez, alors je vais dire violentes, avec des guillemets, sur la fin du premier livre, puisque je choque le lecteur volontairement à la fin du livre 1. Donc, on va pas parler de ça, parce que c'est une scène que j'ai beaucoup aimé écrire pour, en gros, dire au lecteur, ben, en fait, tu croyais lire ça, ben, en fait, non, tu étais en train de lire autre chose. Mais après, je donne des réponses. Je ne fais pas mon J.J. Abrams avec Lost. Je donne des réponses. J'aime beaucoup Lost, hein, et je respecte énormément J.J. Abrams, mais il n'y a pas forcément de réponse, et des fois, on ne savait pas trop où il allait. Surtout que, rappelez-vous que moi, j'ai découvert la série à l'époque, épisode après épisode. Ah ouais, je peux comprendre là. Voilà, c'était un peu frustrant par moment. Mais bon, j'aime, ça reste une très bonne série. Mais donc voilà, une scène qui me toucherait particulièrement. Alors, bon, au risque de spoiler à peine, hein, mais c'est pas quelque chose de fou. Il y a une scène, donc un des trois héros principaux, dont je dis principaux parce qu'ils sont trois au départ et ensuite ça s'étoffe. Comme je vous disais, je pars d'un point tout petit pour agrandir le récit petit à petit. Un des héros est recherché parce qu'il est accusé d'être un genre de démon. Voilà, donc il s'est évadé, il s'est échappé, pardon, et il est recherché, et à un moment donné, il arrive sur une place où il voit quelqu'un qui lui ressemble, qui vient d'être pendu, et en fait, tout le monde croit que c'est lui, sauf que c'est pas lui, puisque lui, il est en train de voir la scène. Et là, en fait, le héros se rend compte que déjà, il est peut-être pas tout seul à avoir le sang des Alphes, du coup, et à être comme il est. Et en fait, il réagit d'une manière, c'était très intéressant à écrire, il réagit d'une manière un peu double, c'est qu'il est très peiné de voir quelqu'un déjà mort. C'est pas super agréable de voir ce genre de scène. De se dire en plus, mais en fait, ça aurait pu être moi. Mais à côté de ça, j'ai quand même énormément de chance, c'est pas moi, donc je vais profiter de cette aubaine, tout le monde va croire que je suis mort. C'est une scène que je me suis régalé d'écrire, le moment où ce personnage, alors c'est au début du livre, hein, vraiment, c'est pas quelque chose que je... Il y a d'autres scènes dans les autres livres ou plus vers la fin, mais je peux pas me permettre de spoiler, mais celle-là qui est plus au début du livre, elle était vraiment intéressante parce que d'écrire cette dualité-là d'émotions où on se dit, mais mon Dieu, mais ce qui est en train de se passer sous mes yeux est horrible, mais quelle chance j'ai que ce soit pas moi. J'ai trouvé ça très intéressant. Ouais, c'est sûr, un petit peu comme dans la série Loki où quand on réévoque la disparition d'Asgard, il fait oui, c'est triste, qu'importe. Oui, c'est ça. Parce que lui, il n'y était pas dans la disparition d'Asgard. Ouais. Donc tout le monde est mort, mais lui non. Alors mon personnage est un peu moins... il est plus touché que Loki, en tout cas paraît l'être à ce moment-là,
Mais en fait, c'est pas le dieu de la maïs, mon personnage, donc forcément, Oui. il a pas cette candeur-là, en tout cas pas au début du roman. Parler un petit peu plus profondément du coup des Sang des Alphes. Est-ce que, hormis bien sûr le syndrome de la page blanche qui est quelque chose qui touche, je pense, tous les auteurs, hein, on va pas se le cacher. Est-ce que vous auriez rencontré d'autres, défis particuliers lors de l'écriture de ce livre, d'autres choses qui auraient pu vous embêter autres que ce syndrome-là? Bon, la page blanche, on en a parlé tout à l'heure, je vous disais, donc il faut se forcer à écrire, même si ce qu'on est en train d'écrire va peut-être pas servir tout de suite pour le roman en question ou pour la scène en question. Ensuite, moi j'ai développé ça fait très prétentieux de dire ça. Non, Certainement. pas forcément, venant de l'univers que vous faites, moi je trouve que Oui, le non, terme mais est assez adapté. ce que je veux dire, c'est que je suis certainement pas le seul auteur à faire ce que je vais vous dire, mais en tout cas, personne ne me l'a conseillé. Moi, ça m'est venu comme ça, mais on doit être nombreux à bosser comme ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai 2-3 lignes qui vont m'expliquer dans mon plan ce que je vais développer dans chaque chapitre. Mais des fois, en fait, il va y avoir marqué, par exemple, Arthur, là, je prends vous, par exemple, Arthur est très en colère contre Niels. Il le confronte dans le pub ou dans le bureau des éditions de Toison d'Or. Voilà. Ça, c'est le truc, je sais que je vais écrire une dispute. Et puis là, je me mets devant ma feuille, je me dis, bon, ben voilà, je vais écrire la dispute entre Arthur et Niels. Arthur est très, très remonté. Et là, ben voilà, page blanche. Qu'est-ce que je fais? Et moi, je me suis dit, ben, en fait, ça pourrait être intéressant de parler de la dispute entre Arthur et Niels, mais du point de vue de quelqu'un qui ne participe pas à la dispute entre Arthur et Niels. Donc, c'est-à-dire, la secrétaire, par exemple, je dis ça, c'est parce que je me mets dans la vie d'un bureau traditionnel avec des bureaux, etc. La secrétaire, en fait, qui est dans sa petite pièce à côté, dans son petit bureau à côté, qui voit, elle est en train de faire son boulot, et tout d'un coup, elle voit, en fait, à travers la vitre, elle entend des voix qui s'élèvent, et elle voit la dispute. Donc, en fait, je me suis dit, ça peut être très intéressant d'impliquer des personnages autour de l'action avant de rentrer dans l'action. Et ça, en fait, ça m'a souvent sorti de la page blanche. Ça m'a vraiment souvent sorti de la panade, en fait, parce que je me disais, mais en fait, je ne sais pas comment Arthur, à ce moment-là, pourrait rentrer et qu'est-ce qu'il pourrait dire à Niels tout de suite. Et là, si rien ne me vient, je me dis, ben, en fait, on s'en fout de ce que Arthur dit à Niels au début pour lancer la dispute, si je parle de la personne qui voit la dispute, qui ne sait pas comment elle a commencé. Et ça permet d'enrichir, parce que je vais parler d'un autre personnage, là, en l'occurrence, la secrétaire, qui pourrait, à terme, être intéressante à développer aussi. C'est un bon moyen comme ça de faire entrer des personnages qui n'ont pas été encore présentés jusqu'à présent. Vous avez tout compris. Donc, dans Le Sang des Alphes, par exemple, le premier volume, dans toute la première partie du livre, dans la première moitié, il y a un personnage dont je parle à 2 ou 3 reprises, juste comme ça. C'est un garde sentinelle, il s'appelle comme ça. Et puis tout d'un coup, en fait, il devient un des personnages principaux dès la deuxième moitié. Mais au début, il est juste là, comme ça. Salut, je fais mon boulot, je garde, je surveille. Sauf que tout d'un coup, il est impliqué. Mais comme j'en ai parlé vite fait, parce que j'ai vite évoqué son point de vue sur certaines situations avant, il n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Et ça peut être pratique. Et des fois, d'avoir fait ça, en fait, tout simplement avant, des fois, ça permet aussi après de se dire, tiens, je ne sais pas comment faire pour me sortir de cette... pour développer ce chapitre-là. Ah, il y a ce gars-là dont j'ai parlé avant, je vais le reprendre. Ce qui peut être utile, parce que c'est vrai que des fois, on a des idées de personnages, mais on ne sait pas trop comment les faire rentrer dans l'univers. Voilà. Donc, c'est vrai que utiliser ça, c'est très intéressant aussi. C'est ça. Et des fois, ils peuvent servir dans un volume 2, ils peuvent servir dans un volume 3, dans un volume 8, peu importe. Mais il est créé. Donc, ça aussi, c'est une idée qui peut peut-être vous aider à vous, Arthur, quand vous écrivez. Si vous avez une idée de personnage, de caractère, un nom, des fois, simplement, que vous trouvez badass, écrivez-le. Mettez-le de côté. C'est pas perdu. Très intéressant. Ouais, c'est une super méthodologie, je trouve. Ouais, je vais prendre des notes moi aussi de mon côté. mais oui, vous aurez la chance de pouvoir réécouter ça tant que vous voulez. Hein. C'est vrai, effectivement. C'est vrai que il n'y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui se perd. Il y a peut-être des choses que vous réutiliserez pas telles quelles, mais il n'y a rien qui se perd. Et ce sera peut-être pour une autre histoire. Ça, je vais vous en parler d'ailleurs. Moi, au départ, j'avais prévu d'écrire un bouquin. Hein. Et là, début d'année prochaine, je vais sortir mon 12e. Ah oui. J'étais parti sur un. Et en fait, quand j'ai compris que j'aimais ça, que c'était que c'était vraiment ce que j'aimais le plus faire, et que je ne peux pas vous dire mieux, j'adore faire ça. Je me suis dit, quand tu as une idée, au lieu de te dire, ce serait génial s'il y avait un film là-dessus, écris-le. Si moi, ça me plaît.
ben, peut-être que ça plaira à d'autres personnes, en fait. Oui, c'est l'idée qu'il faut se faire. Si ça peut faire plaisir, si ça nous fait plaisir à nous Oui. et ça peut faire plaisir à d'autres, alors là, c'est vraiment le Ah ben combo là, gagnant, quoi. ça, c'est le top. Là, c'est le top. Et d'ailleurs, je me permets, vu qu'on parle des personnes qui pourraient être intéressées, petite question vite fait. Oui. J'imagine que tous les retours positifs que vous pouvez avoir sur vos ouvrages vous motivent énormément à écrire derrière. Alors, il y a deux. Alors là, on parle des retours positifs. Ben oui, les retours positifs, c'est vraiment galvanisant. Ça, sans parler d'orgueil, ça booste. Ça rebooste, en fait. Surtout dans les moments de doute ou les moments où on est dans le syndrome de l'imposteur dont je parlais tout à l'heure. Donc vraiment, quand on a quelqu'un, là, je vois, j'ai fait un salon il y a 2 semaines sur Béziers, la ville, enfin, j'habite à côté de cette ville-là. Et il y a une personne qui est venue, qui m'avait acheté mes romans l'année d'avant, et qui est venue pour me dire je m'éclate. J'ai pas encore tout lu. La personne m'avait tout acheté en plus. À ce moment-là, j'en présentais 7. Elle m'avait acheté les 7. Donc c'est un truc, ça m'est arrivé une fois, mais la personne est venue pour me dire j'en suis là, je m'éclate. Et ça, en fait, ça donne envie. Alors, on se dit, mais enfin, c'est vraiment génial. Elle est revenue juste pour me dire, quand elle a vu que j'étais là, pour me dire, je m'éclate. Il n'y a pas mieux comme retour. Ça, vraiment, c'est le truc qui rebooste et qui permet de se dire, ah ben, je fais passer quand même, moi, j'ai passé un bon moment à écrire ça, un très bon moment à l'écrire, ben, j'arrive à partager ça. Ça, c'est vraiment génial. Et du coup, vu qu'on parle des retours, vous avez vite fait mentionner, sans rentrer dans les détails, des possibles retours négatifs qu'il y a Oui, derrière. oui, Est-ce que vous voulez en parler aussi? Parce que ça peut être oui. intéressant, de parler des retours négatifs aussi qu'il peut y avoir. Alors après, alors, ce que je vais dire, c'est à prendre aussi en compte pour les retours positifs. C'est que dans le retour négatif, il va y avoir le retour bienveillant, il va y avoir le retour malveillant. De la personne qui n'a pas aimé parce que l'histoire ne lui plaît pas, parce que votre style d'écriture ne lui plaît pas. Parce que quand on est dans un travail amateur comme je fais moi, de temps en temps, il reste une faute qui traîne par-ci par-là, ou il y a une petite erreur de mise en page. Quand les personnes viennent vous attaquer là-dessus et juger la totalité de votre travail sur un point de détail comme celui-là, en vous disant le sempiternel, c'est de la merde, là, il faut être capable de prendre du recul. C'est de la merde par rapport à quoi? Par rapport à qui? Enfin, Oui, c'est pas détaillé non plus. voilà, c'est un peu manichéen comme avis. Par contre, quand la critique, c'est j'ai pas aimé pour telle raison, parce que y a ça que j'ai pas trouvé cohérent, ou il y a ça que j'ai pas compris, ou en fait, voilà, dans le cadre d'un univers de fantasy, parce qu'il y a trop de personnages, je me suis perdu. Parce que la fin du premier bouquin dont je vous parlais tout à l'heure, elle m'a trop dévarié. Ça, ok, ça peut arriver, c'est pas grave, c'est pas un jugement de valeur, en fait. Donc, à partir de là, je pense que toute critique, qu'elle soit positive ou négative, est bonne à prendre. Et à contrario, c'est sûr que quand ma maman lit mes livres et me dit c'est génial ce que tu as fait, mon fils, je le prends avec des pincettes en me disant forcément, c'est maman. Donc, C'est maman. tout ce que je fais, c'est génial aux yeux de maman, donc on va peut-être pas non plus se focaliser sur la vie de maman. Ça me fait plaisir, mais bon, on va essayer de pas trop gonfler l'ego avec ça. Oui, avec le commentaire des vraiment très proches, c'est vrai que c'est Voilà. généralement pas. Voilà. Donc voilà, il faut tout relativiser. Si quelqu'un n'aime pas et est un peu trop vindicatif, ça fait mal, mais c'est pas grave. Et si quelqu'un aime trop et est un petit peu trop élogieux, il faut se dire, calmons-nous, on n'est pas le nouveau Tolkien non plus. Il faut se détendre. Oui, et puis je me dis que des retours négatifs, ça peut être tout autant bien, on va dire, entre guillemets, qu'un commentaire positif, parce que des fois, même un commentaire négatif peut plus aider à améliorer, à se booster qu'un commentaire positif. Alors, Absolument. personnellement, je vois ça comme ça. Le commentaire positif va booster pour continuer d'écrire. Le commentaire négatif, donc une fois de plus, s'il est constructif, va permettre de se remettre en question quand on écrit. Donc, qu'est-ce que je fais de pas bien? Qu'est-ce que j'ai mal fait à ce moment-là? Est-ce que je peux mieux le faire? Est-ce que cette personne n'a pas compris? Ou est-ce que j'aurais pu lui faire mieux comprendre? Après, là, c'est tout l'intérêt des bêta-lecteurs. Totalement d'accord. Ouais, ça, si on peut avoir des bêta-lecteurs, et même si c'est dans votre entourage, des bêta-lecteurs qui vont être honnêtes avec vous, sans vous dire c'est de la merde, ou c'est nul, c'est mal écrit, vous dire voilà, il y a ça qui m'a dérangé, là, j'ai pas compris ça, là, j'aurais plus vu ça, là, cette phrase n'est pas claire, en vous expliquant pourquoi elle n'est pas claire. En plus, c'est des échanges qui sont super intéressants. Après, il faut rester ouvert.
C'est sûr que C'est ça, il ne faut pas avoir un ego de base trop non plus élevé. Parce que... non, voilà, il ne faut pas se vexer si quelqu'un vient vous dire, ça m'est arrivé sur un des bouquins, sur mon autre pseudo dernièrement, où tous mes bêta-lecteurs m'ont dit, je n'ai pas compris la fin. De là, à aucun moment, vous vous dites, c'est les bêta-lecteurs qui sont des cons parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre ma fin. Non, il y a un problème avec ma fin. Si personne ne la comprend, il y a un problème. Donc là, j'ai travaillé avec eux pour voir comment je pouvais amener cette fin pour garder mon style, tout en leur faisant comprendre la fin. D'accord, je vois. Et est-ce que vous, quand vous écrivez vos premiers jets, vos premiers brouillons, est-ce que ça vous arrive, durant l'écriture de votre roman, de montrer ça à des proches, voir ce qu'ils en pensent, ou est-ce que c'est vraiment, vous gardez la surprise pour la fin et vous vous concentrez vraiment que sur vous et pas sur Oui, non. l'entourage? J'écris le livre entier. Alors, si c'est un livre en plusieurs volumes, comme Le sang des Alphes, par exemple, j'écris pas les 3 d'un coup ou les 4 d'un coup. J'écris le premier, il est a priori fini, et le 2 est planifié, voire celui d'après aussi. Mais et là, je le fais lire. Et là, j'écoute les retours. Des fois, je suis en processus d'écriture pour la suite ou pour un autre bouquin. J'écoute les retours et je vois en fait dans les retours s'il y a des choses qui sont j'allais dire valables. Tous les retours sont valables, mais qui sont intéressantes pour moi. Donc, si je vais écouter ce retour-là, ou si au contraire, là, non, ça ne me correspond pas, donc je ne vais pas le faire. Je vais vous prendre un exemple. Après avoir écrit les 3 volumes du Sang des Alphes, j'ai décidé d'écrire un spin-off sur un des personnages secondaires qui est dans les 3 livres. C'est une femme, et donc je me suis lancé le défi d'écrire avec un personnage principal féminin, parce que, qu'on le veuille ou non, moi en tant qu'homme, c'est plus facile pour moi d'écrire sur un homme beaucoup plus Ça simple. peut être très intéressant à aborder après, le fait de parler, Voilà. pour un personnage féminin quand on est un homme, c'est vrai que c'est Voilà. une question qui peut être intéressante. Exactement. Donc je me suis dit, tiens, pour le challenge un petit peu, est-ce que je suis capable d'écrire sur un personnage principal féminin? Et donc, bon, j'ai écrit mon premier jet, je l'ai fait lire à des hommes, je l'ai fait lire à des femmes, et j'ai eu 2 retours très intéressants. Donc, les retours des hommes ont été des retours, ce qui était critiquable, c'était sur le fond de l'histoire. Par exemple, un ami qui m'a dit, il y a 2 personnages, en fait, ce serait beaucoup plus pertinent si c'était le même personnage, en fait, plutôt que 2 personnages différents. J'ai réfléchi à ça, et je me suis dit, effectivement, ça développe une intrigue différente, ça enrichit le récit, que ce soit la même personne, en fait, qui fasse ces 2 choses-là. Donc, j'ai tout retravaillé pour fusionner ces 2 personnages-là. Et à côté de ça, j'ai une femme en particulier qui m'a dit, il y a un problème, en fait, dans ton récit, c'est que tu parles d'une femme qui est une guerrière, c'est génial, mais tu ne parles pas des tracas que peut avoir une femme au quotidien. Les règles, la poitrine, comment elle gère ça dans un combat. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand elle va à la guerre, mais qu'elle a ses menstruations? C'est des petits détails, dans un récit, je veux dire, ce n'est pas des détails dans la vie d'une femme, mais c'est des détails auxquels moi, je n'ai pas pensé, puisque je ne connais pas ça. Et donc, forcément, ce sont des choses que j'ai intégrées dans mon récit. Il faut être capable de se dire, mais alors le but, ce n'était pas d'écrire un livre, j'ai envie de dire, purement féministe. C'était juste d'écrire l'aventure de cette femme-là, qui est un personnage qui me plaisait beaucoup et que j'avais mis qu'en personnage secondaire, et je trouvais ça dommage. Et en plus, le challenge de me dire, tiens, est-ce que je suis capable peut-être de plus créer qu'exorciser, puisque du coup, c'est une femme et je vais forcément mettre moins de choses à moi dans ce personnage-là que dans les autres personnages masculins que j'avais créés. Et au final, du coup, j'ai écouté tous ces conseils-là, j'ai intégré les éléments et ça a enrichi l'histoire. Donc pour ça, il ne faut pas être fermé. Comme vous disiez tout à l'heure, l'ego, il ne faut pas avoir un ego surdimensionné. Non, la critique, elle est hyper constructive. Donc on prend. Donc, elle est négative en soi parce que la personne a dit ça, j'ai pas aimé. Mais vu qu'il y a un développement derrière, la critique, elle est négative mais bienveillante. Oui, ça rattrape un petit peu le truc, quoi. On se dit, bon, mais en même temps, il y a quand même la personne qui a rajouté, qui a développé, donc Oui. elle a pris le temps vraiment de voir ce qui n'allait pas et pour nous expliquer ce qui pourrait être corrigé derrière. Bien sûr. Et du coup, pourquoi ne pas prendre en compte ce que cette personne a dit, alors qu'on lui a fait, entre guillemets, perdre du temps à lire quelque chose d'inabouti? On le sait quand on lui envoie que c'est inabouti, qu'il va y avoir des corrections. C'est gavé de fautes, il n'y a pas de mise en page. Voilà, des fois, il manque de la ponctuation. Enfin, c'est vraiment un premier jet. Il n'y a même pas eu de travail, en ce qui me concerne, il n'y a même pas eu de travail de relecture des fois. Ouais, des fois, c'est vraiment très, très brut. La personne qui a pris le temps de lire
un premier jet dans cet état-là, bien sûr que je vais l'écouter avec beaucoup d'attention. Et bien sûr que je préférerais que tout le monde me dise d'entrée, ton premier jet, il est génial, il est parfait. Oui, mais non, c'est jamais le cas. Quand on se prête à cet exercice, à quoi bon envoyer, j'ai envie de dire, des récits en bêta-lecture si on n'écoute pas ce que nous dit le bêta-lecteur? Bien évidemment. Ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que vous pensez que c'est ce spin-off, l'écriture de ce spin-off qui aurait été, on va dire, le plus grand défi de votre carrière d'auteur, ou est-ce que vous avez déjà vu beaucoup plus difficile à écrire? Le mot carrière est peut-être un peu fort. Le jour où j'en vivrai, on parlera de carrière. Le plus grand défi, peut-être oui, parce que je pense que ça a été le point de départ de la suite, en fait. Parce qu'au départ, je voulais écrire qu'un livre, et donc Le Sang des Alphes, et je me suis rendu compte qu'en un seul livre, j'avais trop de choses à dire, donc il fallait développer. Donc j'en ai écrit 3, et au départ, je me suis dit, ben voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai écrit les 3 bouquins, c'est bon. Et puis je me suis dit, je vais faire ce spin-off, et je me suis rendu compte en faisant ce spin-off que j'étais capable d'écrire autre chose. Donc là, en l'occurrence, en mettant l'attention principale sur un personnage féminin, en réalisant que j'étais capable de faire autre chose et qu'en plus ça continuait de plaire à mon lectorat, je me suis dit pourquoi pas continuer à faire d'autres choses. Donc j'ai lancé d'autres spin-offs. Donc je peux vous en parler du coup, volume 2 et donc ça s'appelle les Chroniques des Alphes. Donc, ce sont des livres qui sont spin-off du Sang des Alphes qui peuvent être lus sans avoir lu le reste, mais bon, il vaut mieux quand même avoir lu le reste. Et ce sont des récits, le premier qui parle de cette personnage féminin, et les autres, en fait, qui vont aller enrichir l'univers en parlant de légendes, en développant des légendes, des histoires légendaires qui sont à peine évoquées dans le bouquin d'origine, dans les 3 bouquins d'origine. Je vais aller parler de choses qui se sont passées il y a 3000 ans, 4000 ans, et avec, je vous disais tout à l'heure, cette espèce de codex que j'avais écrit avec toute l'histoire de mon monde, avec des parties de ce codex-là mis au milieu. En fait, c'est comme si, alors je vais faire une comparaison, attention, à toute proportion gardée, attention, c'est comme si vous lisiez le Silmarillion et que entre 2 chapitres du Silmarillion, il y avait des chapitres du Seigneur des Anneaux. Comme si le Silmarillion était intégré au Seigneur des Anneaux et que de temps en temps, en fait, vous sautiez de l'histoire pour aller vous concentrer sur l'histoire avec un grand H pour le coup. Donc c'est ça que j'ai fait pour les chroniques, les 2 et 3, donc avec des parties romans et des parties histoire. Ça, c'est intéressant aussi à faire. Et dans le 2 et le 3, j'ai voulu aborder la thématique classique du chevalier qui sauve la princesse, très, très remise en cause en ce moment. Et je me suis dit, je vais l'aborder de 2 manières différentes, à travers donc 2 héros qui sont des hommes qui vont sauver leur femme, mais un héros qui est, dans le volume 2, qui est vraiment le héros loyal, intouchable, blanc, propre comme neige, l'ami qu'on veut tous avoir. Et donc, comment ça se passe quand ce gars-là va sauver sa femme qui a été enlevée? Alors, je mets enlevée entre guillemets, c'est un peu plus compliqué que ça. Et dans le 3, le même topo avec un autre héros qui, par contre, lui, est un mec beaucoup plus, comment je pourrais dire, sans dire de gros mots, c'est compliqué. C'est vraiment pas quelqu'un de fréquentable. C'est un héros parce qu'il travaille avec les gentils, mais par contre, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Les intentions sont différentes, quoi. Les intentions sont, les intentions sont les mêmes. Ils veulent sauver leur femme, mais la manière de la mettre en place est complètement différente parce que là, lui, il est intolérant. Je pense qu'on peut même dire qu'il est raciste. Il est agressif. Il ne supporte pas qu'on lui refuse quoi que ce soit. Il a un ego, on en parlait, surdimensionné, contrairement à l'autre dans le 2 qui, lui, alors qu'il a des faits d'armes incroyables, n'a pas d'ego, ou très peu d'ego. Voilà, je me suis dit, tiens, si j'aborde la même histoire à travers 2 prismes différents, qu'est-ce que ça donne? Ça donne vraiment envie de suivre l'aventure, en tout cas, d'aller lire. Personnellement, je ne sais pas si ce sera le cas de toutes les personnes qui vont nous écouter, mais en tout cas, personnellement, ça me donne vraiment envie d'aller en savoir plus. Merci. Et pour revenir vraiment à la manière dont vous créez vos œuvres, est-ce que vos personnages, donc vous avez dit tout à l'heure, il y a des personnages qui sont des personnages pivots qui vous servent à éviter de la page blanche, mais est-ce que vous avez par exemple des personnages, j'ai une bêtise, vous qui êtes comptable, est-ce que vous avez des collègues qui vous exècrent, du coup vous les intégrez dans votre roman juste pour pouvoir les maltraiter? Est-ce que vous avez des personnages dans ce style-là? Comment vous développez vos personnages?
Alors non, des personnages donc, qui me serviraient d'un petit peu de poupée vaudou, non. Voilà, en fait, s'il y a un gros trauma, je peux l'intégrer, mais dans l'optique, pas dans l'optique vengeance, dans l'optique guérison, dans l'optique exorcisme. Donc, je vais prendre une métaphore qui est là que j'invente maintenant. Quelqu'un qui va divorcer, qui écrit sur un chevalier qui combat un dragon femelle et qui, donc, sous forme de métaphore, le dragon femelle, c'est sa femme dont il divorce. Dans ce cas de figure, moi, mon intention, ce serait d'exorciser le concept du divorce, le fait de vivre un divorce. Soigner la douleur. Voilà, pas de tuer mon ex-femme, de la tuer symboliquement. C'est plutôt de guérir le divorce par l'aspect du dragon et du chevalier avec son épée et son cheval blanc. Moi, c'est plutôt dans le cas où j'utilise des éléments négatifs qui auraient pu m'arriver, c'est plutôt dans cette optique-là. Jamais dans l'optique, tiens, ben, lui, il m'a fait du mal, ben, dans mon bouquin, je vais le buter. Par contre, les gens que j'aime sont souvent intégrés dans mes bouquins et ont souvent soit un rôle clin d'œil sympathique, soit des fois un rôle carrément pivot, un rôle important, ils apparaissent, ils disparaissent, mais ils ont un rôle important qui fait avancer la quête. Alors, il n'y en a pas 150. Hein. Des personnes comme ça dans les livres, il doit y en avoir, tous les livres confondus, il doit y en avoir, je ne sais pas, entre 10 et 15. D'accord. Voilà. Mais en fait, non, je ne vais pas me venger de personnes que je pourrais ne pas apprécier, ni de cette manière-là, ni d'aucune manière d'ailleurs. Ce n'est pas du tout mon état d'esprit. Mais non, ça, la situation va m'inspirer, pas la personne. Mais moi, j'aime beaucoup cet aspect de mettre sur papier un événement qu'on peut avoir vécu assez douloureux et de le mettre sur papier pour, on va dire, se soigner d'une certaine manière en le mettant sur le papier. Je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui font ça, c'est même une certitude. Oui. Après, si vous avez déjà été, on va dire, vous avez déjà fait quelque chose similaire, est-ce que ça vous a vraiment beaucoup aidé de faire ça? Ben oui. Franchement, il y a un côté salvateur qui est évident. Alors, ça ne règle pas tout, bien entendu, mais en fait, ça participe au processus parce que même si le lecteur ne comprend pas nécessairement, alors des fois les proches comprennent, mais le lecteur lambda ne va pas comprendre, il ne connaît pas notre vie, donc il ne peut pas savoir forcément est-ce qu'on a exorcisé un truc là ou pas, et si c'est le cas, qu'est-ce que c'est. Mais le fait, nous, de le mettre sur le papier et de savoir qu'on l'a mis sur le papier et de savoir que c'est de ça dont on parle, comme c'est réglé sur le papier, il y a une partie qui est réglée dans notre tête. Et ça peut participer, dans le cas d'un gros trauma, à la mise en place dans la vie d'actions pour le régler vraiment dans le réel, en fait. Ouais, une première étape, quoi. Voilà. Vraiment, ça peut. Je ne dis pas que ça va le faire, mais ça peut. Et puis des fois, il y a des choses qui ressortent, on n'a pas fait exprès. Je vous parlais tout à l'heure du premier tome des chroniques, donc sur ce personnage féminin, où je me suis dit, ben là, je ne vais rien exorciser, puisque c'est une femme et que je ne suis pas une femme. Et je me suis rendu compte en relisant que j'ai exorcisé un truc dedans. Mais en le relisant. C'est très intéressant, ça. Voilà, j'avais écrit, et au bout d'un moment, je lis une scène, et je me dis, mais merde, pardon pour le gros mot, mais j'ai parlé de tel truc là, bon, sous forme de métaphore, toujours pareil. Des fois, ça sort tout seul sans qu'on s'en rende compte, et on Exactement. dit, finalement. Exactement. Ça, c'est intéressant. Très intéressant. Et si en plus ça peut aider, c'est vraiment non seulement on fait quelque chose qu'on aime, mais en plus on peut se soigner derrière d'une certaine manière. Donc c'est vraiment Exactement. c'est excellent. On peut en tout cas contribuer à se soigner nous-mêmes. Et en plus, si quelqu'un perçoit ça, alors dans un truc réel, je veux dire, dans quelque chose que j'aurais exorcisé qui se serait passé, ou dans une action complètement imaginaire dans un bouquin, mais qui pourrait être interprétée comme par le lecteur, ou la lectrice comme quelque chose qu'elle a vécu sous forme de métaphore, ça peut aussi contribuer à ça. C'est ce que je vous disais en préambule, en fait, le fait de mettre une morale sans imposer la morale. En fait, je pense que la morale est beaucoup plus forte quand elle est inspirée. C'est-à-dire que je vais aller titiller quelque chose à l'intérieur de vous qui va faire que vous le comprenez un petit peu peut-être comme ça vous arrange, mais qui va vous faire comprendre quelque chose et donc
quelque part ressortir avec un effet positif sur vous. Ce qui peut être aussi intéressant, alors j'imagine que c'est beaucoup moins récurrent, mais par exemple, prenons l'exemple, par exemple, comme vous avez dit tout à l'heure, du chevalier qui va se battre contre un dragon femelle, Oui. pour expliquer le divorce. Je me dis, des comparaisons comme ça pour nous soigner nous, en vrai, ça pourrait aussi avoir un effet positif sur le lecteur, parce que si lui aussi il se sent concerné par ça, c'est que c'est vraiment une bonne chose. Même si nous, on le sait pas foncièrement que ça a aidé la personne, c'est vraiment, c'est même triplement positif si ça peut aider aussi le lecteur, si il se ressent concerné par cet événement-là. Bien sûr, mais je pense que c'est valable pour tout, en fait. Quand on regarde, par exemple, je vais prendre Star Wars, quand on regarde ça et qu'à la fin, Luke, je parle des 3 films d'origine, quand Luke est devenu un Jedi et qu'il a sauvé son père et que voilà, même si on n'a pas forcément vécu ce qu'il a vécu lui, ça a un côté galvanisant de voir le héros réussir sa quête. Donc on ressort de là, en fait, en étant positivement inspiré par ce qu'on vient de voir. Donc ça résonne d'une manière ou d'une autre. Des fois, on ne sait pas ce qui fait que ça résonne, mais ça résonne. De la même manière, vous allez regarder une romance et vous allez pleurer parce qu'à la fin, il y en a un des deux qui meurt, ou je ne sais pas. Si vous êtes touché, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient vous toucher, quelque chose qui résonne. Que ce soit l'histoire, que ce soit la manière dont elle est racontée, que ce soit une phrase, un regard, je ne sais pas, et là, je parle de film, mais ça peut être pareil par écrit. Bon, il n'y a pas les regards, il y aurait des descriptions ou ce genre de choses. Mais c'est aussi intéressant de se dire qu'on peut toucher sans forcément savoir pourquoi on touche, ni forcément avoir cherché à toucher. Ça, c'est très intéressant. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, en salon, quand vous avez rencontré des lecteurs? Est-ce que vous en avez déjà des lecteurs qui sont venus vous voir en disant merci pour tel ou tel livre, je me suis identifié à ça, ça m'a permis de soigner ça m'a permis d'avancer sur ça. Est-ce que vous en avez déjà eu de ce genre d'expérience-là? J'ai eu une fois une dame qui a lu un livre, donc un autre, donc ça c'est pas un livre de fantasy que j'ai écrit, un livre qui s'appelle Trash, et donc c'est une comédie sur une comédie très second degré sur un homme en colère qui se remet en question donc un homme, j'ai envie de vous dire, un homme qui se remet en question, c'est presque de la fantaisie en fait. C'était de l'humour, hein, évidemment. Donc un homme qui se remet en question en se remémorant toutes les aventures qu'il a eues avec des femmes. Et en fait, un jour, donc j'ai eu une lectrice qui est venue, qui m'avait acheté ce bouquin quelques mois ou quelques années avant, je ne me rappelle plus, et qui m'a dit, en fait, dans un moment où j'allais mal dans ma vie, j'ai failli faire ce que ce mec a fait. Je ne l'ai pas fait parce que il s'avère qu'au bout d'un moment, quelque chose m'a empêché de le faire. Et en lisant ça, je me dis, j'ai vraiment bien fait de ne pas l'avoir fait. Et là, je me suis dit, là, j'ai vraiment touché quelque chose chez cette personne et ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Oui, comme ça, on a le sentiment d'avoir en plus accompli quelque chose pour cette personne-là. Donc, Oui. c'est vraiment excellent. C'est ça. Donc, si ça peut être le cas pour. Mais vous savez, des fois, c'est juste simplement, comme je vous disais tout à l'heure, la dame qui est venue et qui m'a dit je m'éclate en lisant ces livres. Rien que ça, elle s'éclate. Elle passe un bon moment. Ça génère un sentiment positif chez elle. Elle s'éclate. C'est cool. Elle ne sait pas pourquoi elle s'éclate. Elle s'en fout pourquoi elle s'éclate. Elle s'éclate. Elle, peut-être qu'elle ne va jamais analyser le pourquoi, quelle scène a fait que ça a basculé, quel personnage l'émeut. Peut-être qu'elle ne va pas aller jusqu'à faire ce travail de réflexion. Et ce n'est pas grave. Ça l'a touchée. Elle s'éclate. C'est le principal. C'est le principal. Alors, moi, personnellement, j'aurais une dernière question à vous poser. Un petit peu, bon, on se distance un petit peu, c'est pas forcément la même chose, mais on va revenir sur quelque chose qu'on avait dit, on a à peu près mentionné au début. Vous avez beaucoup parlé du Seigneur des Anneaux. Oui. Et est-ce que vous pouvez nous parler de vos influences littéraires? Est-ce que vous en avez eu d'autres que le Seigneur des Anneaux? Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont particulièrement marqué? Ce n'est pas forcément de la fantaisie, j'imagine que ça peut être 2 auteurs qui vous ont motivé ou inspiré pour vos différentes œuvres. Alors, en littérature, Tolkien, évidemment, pour la richesse de l'univers. Tolkien est quelqu'un de rassurant, même parce que quand on se dit qu'il a mis 20 ans à écrire Le Seigneur des Anneaux après Le Hobbit, des fois ça rassure un petit peu, même si on ne vise pas la candeur ou le succès qu'il a pu avoir. Mais ça rassure de se dire, moi je suis bloqué pendant 3 mois, c'est pas bien grave en fait. Donc du coup, ça c'est chouette en fait, de se dire qu'il y a des gens qui sont tellement
qui aiment tellement ce qu'ils font qu'ils ne le livreront pas tant que ce ne sera pas exactement comme ils veulent que ce soit. C'est le cas de George R.R. Martin avec la suite de Game of Thrones, par exemple. C'est des années que tout le monde attend ça, enfin tous les lecteurs en tout cas attendent ça. Tant que c'est pas fini, il va pas se forcer à sortir quelque chose qu'il aime pas. Enfin après, on ne sait pas vraiment pourquoi il l'a pas encore fini, mais en tout cas, il n'a pas donné ça à écrire à quelqu'un d'autre, ou voilà, il gère son truc. Donc voilà, ça c'est déjà des auteurs qui m'inspirent par outre leurs univers, que je trouve géniaux, qui m'inspirent par leur façon d'être en fait, de ne pas se mettre la pression, ou en tout cas de donner l'impression qu'ils se la mettent pas. Des fois, ça rassure quand nous on se la met pour pas grand chose, alors qu'on n'a pas d'éditeur, qu'on n'a pas une multitude de messages de lecteurs qui nous réclament des suites. Des fois, on se dit, on se met la pression pour pas grand-chose, il faudrait un petit peu se détendre. Donc ça, c'est quelque chose. Ensuite, en auteurs qui m'ont inspiré, je vais plus partir sur la SF, en fait. H.G. Wells, Asimov, Bradbury, des auteurs comme ça qui m'ont inspiré dans l'univers SF au départ, sur la manière de raconter des histoires. Je trouve que les Chroniques martiennes, par exemple, de Bradbury, c'est vraiment génial de se dire qu'il n'y a que des nouvelles indépendantes, mais qui racontent au final la même histoire, enfin une histoire unie et uniforme. Vous pouvez lire comme morceau, vous pouvez tout lire, tout se tient. Je trouve ça génial. Donc c'est ce genre d'auteur que je trouve vraiment, vraiment exceptionnel. Mais après, ça peut être, je vous parlais de Neil Gaiman tout à l'heure, Terry Pratchett dans sa manière d'écrire cet humour anglais un petit peu décalé, drôle mais pas vulgaire, vous voyez, ce genre de choses. Tout ça peut m'inspirer en fait, des fois, ne serait-ce que pour une scénette, avec un personnage qui apparaît, par exemple, qui va être, pardonnez-moi du terme, mais un peu plus con que les autres. Vous voyez, tout peut m'inspirer. Et après, je fais partie d'une génération qui est beaucoup, beaucoup inspirée par le cinéma. Je suis né dans les années 80, c'est l'avènement la confirmation des Spielberg, des Cameron, des Scorsese, etc. Et ce style de narration-là, et après, plus tard, la narration des séries télé, je fais partie des gens qui ont été marqués, je vous parlais de Lost tout à l'heure, en termes de narration, donc de façon de raconter une histoire. Lost, c'est exceptionnel, mais il y a X-Files avant ça, il y a je suis bien d'accord. Plus près de nous, Game of Thrones, du coup, par exemple. On parlait de Loki tout à l'heure, c'est pareil. Cette façon de raconter l'histoire. Moi, je dis souvent, en fait, quand je lis ou que je regarde quelque chose, peu importe ce qu'on va me raconter, ce qui m'importe, c'est comment on va me le raconter. Et en fait, on peut me raconter une histoire à l'eau de rose où la bataille pour la sauvegarde d'une planète entre des orques et des elfes. Et si c'est bien raconté, selon mes goûts, toujours pareil, parce que je peux aimer quelque chose que vous n'aimez pas, peu importe en fait. Peu importe. Donc là, je peux être inspiré par Star Wars, par H2G2, le guide du voyageur intergalactique, par exemple. Que ce soit un bouquin d'ailleurs ou un film, je trouve qu'il est très bien adapté. Je vais être inspiré par The Crow, par exemple, le film, le premier, pas celui de cette année. N'en parlons pas de celui de cette année. De faire grincer des dents. Je peux être inspiré par le personnage de Superman, par exemple, l'icône que représente Superman au niveau de le côté quand Superman apparaît, l'aura qu'il peut avoir, ça peut être lui, il est issu, il a été inventé par des auteurs bien précis, mais il a été écrit après par d'autres auteurs. Donc là, du coup, il y a plein d'auteurs qui entrent en jeu. Le personnage reste un personnage hyper charismatique, avec cette aura d'icône que moi je trouve incroyable. Et cette aura peut m'inspirer pour un personnage, pour une scène, pour l'apparition de quelqu'un. Oui, ce genre de choses. Des fois, c'est des scénettes. Je trouve qu'au niveau graphique, le cinéma de Zack Snyder, par exemple, est hyper inspirant. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que je sais qu'il y a vraiment des gens qui aiment énormément, j'en fais partie, puis des gens qui détestent vraiment énormément aussi. Après, moi, je ne vais pas le défendre. Je n'ai pas mes billes, moi, dans la société de production de Zack Snyder. Moi, j'aime ce qu'il fait. J'ai peu tendance à un peu tout lui pardonner. Mais je trouve qu'il y a certaines scènes, quand il les met en image, qui sont époustouflantes. Enfin, tout ça pour dire que l'inspiration ne vient pas forcément, en fait, d'un auteur en particulier, à part des gros morceaux, comme je disais, Tolkien, Wells, Asimov, Bradbury, et d'autres trucs, parce que j'ai écrit une dystopie, donc forcément, on peut parler de tous les gros auteurs
dans ce genre-là. C'est souvent une œuvre qui va marquer, une œuvre en particulier, plus que toute une œuvre. Oui, c'est comme je pas employé tout à l'heure, le terme de scénette, c'est plutôt plusieurs scénettes qui nous inspirent plutôt que Oui. vraiment la globalité uniquement, quoi. Les derniers de Zack Snyder, Rebel Moon, ce robot avec ses bois sur la tête, quoi qu'on pense du film, je trouve que visuellement, le robot qui met ses bois sur la tête, là, c'est magnifique. C'est vrai qu'il y a des plans qui sont très magnifiques, mais Voilà. moi je trouve que c'est un problème qu'on rencontre beaucoup, je pense que ça a toujours été le cas, c'est que les gens ont trop tendance à suivre un avis global plutôt que de se faire leur avis à eux, et ça touche pour absolument toutes les œuvres fictives, hein. Oui. Les gens ont beaucoup trop tendance à suivre un avis plutôt que de se dire peut-être que ça vaut le coup, il faudrait peut-être que je regarde pour me faire mon propre avis plutôt que de se dire ouais, si tout le monde a détesté, ça sert à rien que je regarde, ou même inversement, hein, tout le monde a aimé, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va aimer derrière aussi. Oui. Et des fois, c'est dommage de se dire il y a tel point de défaut dans telle œuvre ou dans tel film ou dans tel livre, peu importe, dans tel comics, puisqu'on parlait de comic book, du coup, j'arrête, je lis pas la suite. Ça m'intéresse pas, en fait. Sous prétexte que je sais pas, puisqu'on parlait de comics, quand John Romita Jr., par exemple, c'est un dessinateur que moi, j'aime pas spécialement, quand il a dessiné Batman, j'ai quand même acheté les Batman qu'il dessinait. Je suis assez d'accord avec vous, j'avais un peu le même avis, pareil. Ouais, Sauf que moi, ça a été avec Spider-Man. Et moi, vraiment, j'ai redécouvert et j'ai vraiment aimé. Il faut laisser la chance, en fait, tout simplement. Voilà, on peut arriver à faire abstraction d'un dessin. Ça m'a fait ça sur Sandman, par exemple. Quand j'ai acheté Sandman, il y a des années de ça, la série n'était même pas encore dans les cartons de Netflix. Quand j'ai acheté le comics, que je l'ai ouvert, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce dessin? Alors, il y a certainement des gens qui vont écouter ça et qui vont dire, mais il est fou de dire un truc pareil. Mais non, en fait, au départ, le dessin ne m'a pas plu. Et je me suis dit, mais attends, l'œuvre, tout le monde dit que c'est génial, lis avant de te dire, le dessin ne te plaît pas. Au bout de 7 volumes, le dessin, vous y faites même plus attention, en fait. Et vous imaginez même pas l'œuvre avec un autre dessin que celui-là. Au final, j'ai bien fait, grandement bien fait, de ne pas m'arrêter à mon premier avis là-dessus. Il y a un dessinateur américain, par contre, je peux pas. Quand il dessine, je n'ouvre pas. On peut en parler. Avec plaisir, j'allais vous demander justement. C'est Rob Liefeld. Le nom me dit rien du tout. C'est le co-créateur de Deadpool. Lui, par contre, oui. dessin, je vois lequel c'est. Je trouve ça assez grotesque, c'est peut-être pas le terme employé, mais. Non, c'est peut-être. Moi, je trouve ça trop caricatural. Pourtant, le comics l'autorise, ça. Quand vous lisez un comics dessiné par Madureira, c'est caricatural. Mais lui, moi, ça passe pas. Donc voilà, lui, quand je sais qu'il dessine quelque chose, je sais que je vais pas prendre de plaisir, mais tant pis. Si ça se trouve, c'est le meilleur scénariste du monde qui écrit derrière, mais si c'est lui qui dessine, là, c'est pas possible. Ouais, mais là, c'est extrêmement rare, en fait, de faire un rejet comme ça d'un auteur. Après, le reste du temps. Oui, tant que c'est vraiment, on a ce problème-là qu'avec un ou une deux personnes, tant que c'est pas majoritairement le cas pour tout ce qu'on peut regarder ou lire. Après, c'est pas forcément dérangeant, quoi. C'est pas juste notre avis sur une œuvre qui va faire que voilà, c'est vraiment. Donc, du coup, l'inspiration peut venir de tout, de partout, et des fois même dans l'autre sens, en fait, de regarder une œuvre qui nous déplaît farouchement ou qu'on estime mal faite, de se dire, moi, je ferai pas ça. Absolument hors de question que je fasse un truc comme ça. Vous savez, l'exemple par ce qu'il ne faut pas faire. Alors moi, personnellement, je vous ai posé toutes mes questions. Je ne sais pas si Nils aimerait rajouter quelque chose. Oui, j'en ai juste une petite dernière. Tout à l'heure, vous avez donné un conseil qui a été, que je trouve personnellement super. C'est celui donc des pivots, du personnage pivot. Oui. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner à des écrivains en herbe pour, par exemple, passer le syndrome de la page blanche, pour dépasser un petit peu ces blocages? Déjà, le premier conseil, c'est pas grave. La page blanche, c'est pas grave. Il ne faut pas se dire tout d'un coup, en fait, c'est parce que je ne vaux plus rien, parce que de toute façon, j'écris de la merde, c'est pas intéressant, ce genre de choses. Déjà, faut pas. Attention, je suis le premier à me dénigrer quand ça m'arrive, mais il ne faut pas le faire. Voilà. Donc, ça, c'est l'illustration parfaite du fait ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Dans l'absolu, en tout cas, quand ça arrive, il faut essayer de ne pas se dénigrer. De ne pas se dire j'arrête, c'est bon, j'y arriverai jamais. Non, c'est pas vrai. Si on persévère,
il y a toujours un résultat. Donc voilà, donc autant que possible là, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à écrire, vraiment pas, c'est pas grave, reposez-vous et vous écrirez demain. C'est comme quand vous faites du sport. Des fois, vous rentrez du boulot, vous avez mal au crâne. Et bien la séance de sport, vous n'avez pas envie de la faire. Et bien c'est pas grave, vous la ferez demain. Là, c'est pareil. Donc déjà, se dire, j'y arrive pas aujourd'hui, c'est pas grave. Bon, après, si vous n'y arrivez pas pendant 6 ans, il faudra peut-être se poser 2 ou 3 questions. Mais voilà, si c'est que ponctuel, c'est pas grave. Ensuite, si c'est possible, d'essayer quand même de se forcer à écrire quelque chose. Soit en relation avec le livre qu'on est en train d'écrire, ou la nouvelle qu'on est en train d'écrire, ou je sais pas, l'article, si c'est un article, enfin, peu importe. Soit quelque chose qui n'a rien à voir. On parlait tout à l'heure des collègues de travail qui peuvent énerver. Ben voilà, en fait, ce soir, vous rentrez. Arthur rentre ce soir à la maison. Nils l'a gonflé aujourd'hui. Il veut écrire son roman, mais il n'y arrive pas. En fait, il va écrire pourquoi Nils l'a gonflé. Et en fait, ce petit truc, ça va peut-être servir. Parce que déjà, Arthur a exorcisé. Et en fait, ce qu'il a exorcisé sur le papier, ça va peut-être faire ressortir quelque chose qui est intéressant, en fait. Parce qu'en changeant le prénom Arthur et le prénom Nils, en changeant le fait qu'il l'a gonflé parce qu'il lui a piqué son café et qu'à la place de ça, en fait, il lui a piqué l'épée qui était l'héritage de son père. Et on peut en faire quelque chose du coup de cette hargne qu'on peut avoir à ce moment-là. Au lieu de se dire, en fait, puisque je suis gonflé, j'ai pas envie d'écrire, j'écris pas, de se forcer à le faire, ça peut servir. Bon, peut-être que ça servira pas, mais ça peut. Donc c'est dommage de s'en priver. Oui, ça vaut la peine d'être essayé aussi. Ça vaut la peine d'être essayé aussi, absolument. Et de toute façon, il en ressortira toujours quelque chose, même si c'est pas le premier jour, même si c'est pas les 2 premiers jours, même si c'est pas au bout d'une semaine. Peut-être qu'au bout de la 2e semaine, il va en ressortir un truc qui va débloquer. Ça va fonctionner d'une manière ou d'une autre, des fois d'une manière complètement inattendue. Vous allez écrire des trucs, ça va pas aller, ça va pas aller, ça va pas aller. Et puis au bout d'une semaine, vous allez vous dire, mais en fait, je suis en train d'écrire un autre bouquin là, ou un autre article, ou une autre nouvelle. Je vais mettre ça de côté. C'est intéressant, ça, tiens, je veux le mettre de côté. Et au moins, c'est sorti. Et ensuite, mon dernier conseil, c'est ce que je disais tout à l'heure, on parlait des personnages pivots, c'est de se dire, quand j'arrive pas à parler d'une scène en particulier, je vais parler de ce qui se passe autour de cette scène. Et des fois, je peux faire ça, je peux développer ça sur plusieurs chapitres. Pour mon volume 3 du sang des alphins, il y avait un personnage donc, que j'avais planifié, un personnage qui apparaît dans le volume 3, et je ne savais pas comment l'amener, ce personnage. Je me suis dit, mais comment je peux intégrer ce personnage au récit d'une manière sympa, originale, un truc, pas simplement démarrer en disant salut, je suis le nouveau personnage, paf, c'est lui, il est en train de faire ça, etc. Et je cherchais, et en fait, sur 4 ou 5 chapitres, je parle pas de lui, je parle de gens qui bossent pour lui, à plusieurs niveaux différents, plusieurs strates différentes. Et de cette manière-là, petit à petit, on va découvrir la toile qu'il y a autour du mec, pour découvrir le mec tout d'un coup. Et du coup, quand il arrive, puisque j'ai développé ça sur plusieurs chapitres qui, à la base, lui étaient consacrés, dès qu'il se pointe, il a déjà une aura qu'il n'aurait pas eu si j'avais commencé par expliquer qui il était directement. Donc ça peut être une... Moi, en tout cas, pour ce personnage-là, dans le volume 3, ça m'a complètement débloqué. Je me suis dit, en fait, et du coup, en plus, sans faire exprès, j'ai créé d'autres personnages intéressants qui gravitent autour de lui, qui n'étaient pas prévus. Donc, il ne faut pas hésiter à se dire, puisque j'y arrive pas frontalement, je vais aborder le problème en faisant des petits virages, voire des grands virages. Ça peut débloquer. Super conseil, en tout cas. Même personnellement, j'en tire des bénéfices, je pense. C'est avec plaisir. Est-ce que vous avez quelque chose, un petit, comment dire, une dernière chose à dire avant qu'on clôture, avant qu'on fasse l'outro ou... Moi, ce que j'ai à dire, c'est déjà merci encore à vous deux pour cette invitation. Encore une fois, honoré d'avoir été là et d'avoir été le premier. Du coup, encore une fois, je suis ému, vraiment, et très touché. Et ensuite, pour les personnes qui écoutent, si ça vous intéresse, lisez mes bouquins, que j'ai pas forcément parlé de tous. J'ai parlé des Alphes, mais il y a aussi les Déviants, une dystopie qui ne se passe pas dans cet univers-là, et tous mes bouquins un peu plus, carrément beaucoup plus comiques même. Donc, qu'ils n'hésitent pas d'ailleurs s'ils veulent à me contacter sur les réseaux pour en parler, s'ils en ont envie. Je réponds. Une fois de plus, je ne reçois pas 10 000 messages par jour, donc j'ai largement le temps de répondre. Alors, dans tous les cas, on mettra en description vos différents réseaux pour qu'ils puissent acheter vos œuvres, voir vos réseaux. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Super, c'est très très gentil. Mais surtout, en fait, leur dire de garder, pour ceux qui ne sont pas forcément dans le processus créatif, de garder en tout cas leur curiosité, de continuer de regarder des œuvres, de lire, d'aller au cinéma.
donner la chance aussi à des auteurs pas connus comme moi ou comme d'autres. On est des tas, vous l'avez dit en préambule, on est très 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 nombreux dans ce milieu-là à pas être forcément mis en avant. Du coup, encore une fois, merci de me mettre en avant là. Et pour ceux qui sont dans la création, qui débutent ou qui sont bloqués, de continuer, de ne pas s'arrêter, de persévérer, de se dire, voilà, c'est pas grave si on n'y arrive pas. Moi, mon premier livre, j'ai mis 7 ans à l'écrire. Mon deuxième, j'ai mis 3 mois. Donc, après, ça a fluctué sur plutôt quelques mois, mais c'est pas grave, en fait, s'il y a des choses qui sont longues ou pas. Ça fait rien. Persévérer, lisez, restez ouverts, et merci de nous avoir écoutés. Ah ben, c'était avec un grand plaisir. Plaisir partagé. Je souhaite quand même beaucoup de réussite donc aux éditions Toison d'Or, à Auridia, etc. Et je serais ravi de faire partie de l'aventure, bien sûr. Prenez le temps de faire les choses le mieux possible. Il n'y a rien qui presse. Enfin, ça, je vous laisse gérer tout ça, vous vous en doutez bien. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite le meilleur. Si j'y participe, c'est super. Si j'y participe pas, je vous souhaite le meilleur quand même. Et voilà, et merci encore. Et maintenant, je me tais, je vous laisse l'outro. Merci. Chers auditeurs, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci encore une fois, Monsieur Loger, de nous avoir accordé cette interview. Vous nous avez dit que vous étiez très honoré de participer, et je pense parler en nos deux noms en disant que c'est notre cas aussi. Ça a été vraiment très intéressant. On est ravis de vous avoir rencontré, d'en avoir appris un petit peu plus sur vous. Vous êtes quelqu'un de vraiment bienveillant et plein de bons conseils. Donc honnêtement, très très ravi d'avoir participé. J'espère que c'est votre cas aussi, chers auditeurs. Et je vous dis surtout à bientôt pour un prochain opus.